Alors, je vous propose de débuter cette première table ronde en m'adressant tout d'abord à vous, Monsieur Fachin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la cybersécurité? Avec plaisir, bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous avez un téléphone sur vous, Madame Tiffaine Chauvet-Gauthier? Mais j'ai bien sûr un téléphone toujours sur moi, Monsieur Fachin. Okay. Et c'est probablement le cas de beaucoup de personnes ici dans cette salle. La cybersécurité, c'est le fait de vous garantir... Je ne suis pas sûr qu'on m'entende ici. La cybersécurité, c'est le fait de vous garantir que l'utilisation en fait, que vous avez de vos téléphones, de vos applications, soit réellement celle que vous en faites. Si on s'intéresse un petit peu plus aux détails, on pourrait se concentrer sur 3 mots. La confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. La confidentialité, c'est le fait de vous garantir que les données, vos données, sont réellement seulement les vôtres et que c'est vous qui décidez à qui vous allez les donner, ces données. Imaginons une fuite de données médicales. Est-ce que vous imaginez les conséquences que ça peut avoir pour un employeur de découvrir qu'il a un employé malade? Ça pourrait être catastrophique. L'intégrité des données, passons au deuxième mot. Je vais prendre un exemple directement pour le comprendre. Imaginez Amazon qui se fait hacker son site logistique et qui se met à distribuer des iPads plutôt que des paires de chaussettes. On imagine tout de suite le côté humoristique, mais pour l'organisation, les pertes colossales. Enfin, la notion de disponibilité, on en a parlé assez récemment sur le CHU de Créteil, on en a parlé également sur la faculté d'Orsay, qui se sont fait attaquer. Le CHU de Créteil, par exemple, a dû revenir au papier pendant plusieurs semaines parce que les urgences, ils n'avaient plus accès aux dossiers patients. La cybersécurité, en fait, elle va vous permettre de vous garantir que les organisations, les entreprises dans notre pays et dans le monde entier restent ce qu'elles sont sans être piratées par des malveillants. Est-ce que vous pouvez expliquer, Monsieur Fachin, à notre public, comment, dans notre établissement, se décline la cybersécurité? Alors, au sein de notre établissement, nous avons une filière ciel complète. Alors, on a eu une grande chance, c'est-à-dire qu'on a du bac professionnel jusqu'au BTS inclus. Donc concrètement, un jeune qui veut faire de la cybersécurité, il peut rentrer en seconde des métiers, puis embrayer sur un bac professionnel ciel, où il fera 3 grands domaines, le domaine de l'informatique, du développement, le domaine des réseaux et le domaine de l'électronique. Première, bac professionnel. Terminal bac professionnel, puis il pourra enchaîner sur 2 BTS, un BTS option A, informatique et réseau, et un BTS option B, électronique et réseau. Monsieur Petit, pour le BTS électronique et réseau, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les subtilités de ce BTS pour qu'on comprenne bien la différence entre ce qui concerne l'électronique et le réseau, et puis après, l'informatique et le réseau? Tout à fait, bonsoir à tous. Alors les spécificités de l'option B, électronique et réseau, donc on va en priorité nous s'attacher au côté matériel. Pour que nos systèmes numériques, informatiques fonctionnent, il faut des cartes électroniques. Donc avec les étudiants, donc on s'attache à la conception d'une carte électronique, à sa fabrication, et également à tout le pan maintenance, réparation, maintenance, qui est indispensable si on veut que nos systèmes soient maintenus le plus longtemps possible en bon fonctionnement. Donc, au travers de ce BTS, les élèves peuvent ensuite embrasser une richesse de métiers très large. Très large. Alors ça, c'est la question souvent qui est difficile à répondre. À quoi ça mène? On en parlait tout à l'heure avec les personnes qui sont venues nous voir au forum. Donc il y a une vaste possibilité de métiers différents puisque donc on étudie la partie matérielle, on fait du réseau, vous aurez plus de détails tout à l'heure avec mon collègue. Et dans les réseaux, on approche différents types. Par exemple, si je m'attache à un exemple concret, là, ce soir, on est éclairé sur scène grâce à un réseau, qui est un réseau informatique de terrain, qui correspond à une norme pour la régie lumière. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, en association avec
l'association Lab Opéra, désolé, c'est redondant, qui monte l'opéra La Flûte Enchantée qui se jouera dans cette salle. Si je me rappelle bien, j'ai noté pour ne pas l'oublier, je crois que c'est le 3 avril. Le 3 avril, rendez-vous est pris. Voilà, donc l'opéra La Flûte Enchantée, donc organisé par Lab Opéra. Donc on va concrètement travailler avec eux sur la mise en lumière. Et du coup, on va profiter de nouveau de cette salle pour venir faire une journée de TP courant janvier avec les étudiants de deuxième année. Donc voilà un exemple de métier possible, mais ça reste très large, hein, puisqu'ils peuvent aller du réseau à de la régie lumière, création de cartes électroniques, du routage, voilà, tous les métiers possibles. La partie réseau, je vais la laisser à mon collègue. Monsieur Richard, régisseur ce soir qui nous accompagne, aurait pu venir au lycée Lafayette. Il aurait pu, je ne sais pas par quelle voie. Et être un de nos anciens étudiants. Tout à fait. Je ne sais pas quel est son parcours professionnel et scolaire, mais ça aurait pu être une possibilité. Merci, Monsieur Petit. Et donc, Monsieur Fachin, pour l'option informatique et réseau, est-ce que vous pouvez éclairer notre public, s'il vous plaît? Alors, je vais commencer par le réseau. Effectivement, Dominique me laisse la parole dessus. Le réseau, nous l'abordons dans les deux options. C'est-à-dire qu'on va apprendre à configurer des réseaux, les installer, des réseaux d'entreprise, des réseaux divers et variés. On est d'ailleurs habilité Cisco. Cisco, c'est le pendant de Microsoft dans le monde des réseaux. Donc, on a cette capacité-là de former des étudiants sur le CCNA. Voilà. On a également donc, le deuxième pan de notre formation, c'est l'informatique. L'informatique, qu'est-ce que c'est concrètement? Ça va être de la création d'applications, apprendre à faire des algorithmes, à développer des produits, des applications, des sites web, pour offrir des services donc à des entreprises. Très bien. Merci, Monsieur Fachin. Victoria, vous êtes une étudiante de notre établissement, donc étudiante en BTS cybersécurité, informatique et réseau. Est-ce que vous pouvez, Victoria, nous expliquer quel a été votre parcours avant d'arriver au lycée Lafayette? Commençons par exemple par quel élève étiez-vous en classe de 3e, Victoria? Lors de ma 3e, j'étais pas une bonne élève du tout. Au collège, je détestais étudier et j'ai jamais apprécié l'école. Ce que je voulais faire, c'était travailler en parfumerie, suivre les pas de ma tante et de ma mère. Donc, par rapport à cela, après le collège, j'ai fait un CAP commerce. Et après mon obtention de mon CAP, j'ai fait un bac commerce. Mais ça ne me plaisait plus du tout, alors j'ai fait une réorientation. Comment vous avez cheminé dans votre décision de vous orienter vers ce BTS, qui effectivement n'a rien à voir avec du commerce, tout le monde en conviendra. Comment vous avez fait, Victoria, concrètement? Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre pour décider? Moi, je ne savais pas du tout quoi faire pour mon futur, j'étais totalement perdue. J'ai fait plusieurs CIO. Donc, centres d'information et d'orientation. Donc, ce sont des organismes publics qui dépendent de l'éducation nationale, dans lesquels des professionnels viennent guider les élèves pour leur choix en termes d'orientation et donc pour les aider à dessiner leur parcours avant d'entrer dans la vie professionnelle. Donc, j'ai fait plusieurs CIO et j'ai fait plusieurs tests pour savoir ce qui me convenait le mieux. Ce qui me convenait le mieux, c'était tout ce qui était manuel et non tout ce qui était en parfumerie comme le commerce. Donc j'ai décidé de venir en BTS Ciel, informatique et réseau pour pouvoir poursuivre dans des études en ingénieur en robotique. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus actuellement, Victoria, dans votre BTS? Ce qui m'intéresse, c'est de savoir le fond de tout ce qu'on voit au quotidien pour les pages web, comme Wikipédia par exemple. Moi, je pensais que c'était juste du texte qu'on rentrait comme on fait sur LibreOffice. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe. Derrière tout ça, c'est du code.
et qui crée les pages web qu'on a au quotidien comme Shein ou alors le site du lycée qu'on a fait en TP. Donc comprendre en fait comment l'envers du décor, c'est ce que vous êtes en train de nous dire, Victoria. Comprendre comment cela fonctionne pour réussir, par exemple, à produire une page web qui s'affiche pour le grand public. Exactement. Vous nous avez dit, Victoria, que vous aviez pour ambition de poursuivre vos études après ce BTS. Notamment, vous avez évoqué une école d'ingénieur. Qu'est-ce qui vous reste à faire pour intégrer cette école d'ingénieur ? Pour intégrer cette école d'ingénieur, il me reste à faire une ATS. Donc une classe préparatoire, adaptation technicien supérieur, qui permet aux élèves de BTS, quand ils souhaitent poursuivre leurs études, d'avoir une année de mise à niveau. Donc c'est une classe préparatoire aux grandes écoles, une mise à niveau pour pouvoir après passer des concours pour intégrer les écoles d'ingénieurs ou alors poursuivre en apprentissage, mais toujours évidemment dans un objectif d'atteindre un niveau supérieur dans les études qui sont choisies. Donc Victoria, vous avez pour ambition, l'année prochaine, et nous en avons une dans notre établissement, donc évidemment Victoria, nous aurons un plaisir infini à continuer à travailler avec vous, d'intégrer une classe préparatoire adaptation, technicien supérieur, pour après intégrer une école d'ingénieur. Mais pour faire quoi ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Dans quel domaine vous voulez aller dans votre école d'ingénieur ? Moi, j'aimerais faire une école d'ingénieur en robotique. En robotique. En robotique. Très bien, dis donc. C'est un vaste programme, Victoria. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès dans la poursuite de vos études. Victoria nous a dit, elle nous a expliqué en fait que ce qui l'animait dans la filière dans laquelle elle était, c'était de voir comment l'envers du décor et de voir comment le travail en amont permettait d'aboutir à des pages web, des sites internet qui étaient visibles pour le grand public. Donc là, je vais me tourner vers notre professionnel du domaine, Monsieur Gaultier. Est-ce que vous pouvez expliquer quel professionnel vous êtes ? Alors concrètement, je suis un expert de l'économie numérique. Je suis indépendant, administrateur indépendant, consultant entre guillemets indépendant, et j'aide des entreprises, des décideurs à définir leur stratégie pour développer le numérique, c'est-à-dire vendre en ligne, avoir des relations clients, comme on dit, en ligne. Mais un des points majeur se cache derrière ça, c'est de savoir gérer l'écosystème numérique et en particulier la menace cyber. Donc la menace cyber, c'est un vrai enjeu pour les entreprises, on l'aura compris. Pour travailler dans le domaine de la cybersécurité, Monsieur Gaultier, est-ce qu'il y a des compétences clés qu'il faut détenir ? Quels profils sont recherchés pour travailler dans la cybersécurité ? Alors, déjà un élément de contexte. Très concrètement, les opportunités sur le marché sont très nombreuses. Si on prend juste le potentiel en fait, de recrutement sur 2024, qui est déjà bien engagé, et 2025, en France, c'est 18 000 créations de postes, que ce soit des métiers d'ingénieur ou des métiers de technicien. C'est un peu compliqué de faire la séparation entre les deux. Je pense que les chiffres ne sont pas très fiables si on s'amuse à faire des calculs détaillés. Donc ça, c'est le premier point. Donc, gros potentiel et ce n'est pas fini. Deuxième point, dans ces métiers-là, en fait, de mon point de vue, il faut 3 compétences. La première compétence, c'est la base. Ce sont des compétences dites techniques. C'est-à-dire, par exemple, être capable d'assurer la sécurité des réseaux, des applications, être capable de gérer, et ça, ce sont des métiers de techniciens, de gérer en fait tout simplement les autorisations d'accès. Donc là, il y a tout un outillage qui permet de gérer ça, avec des mots de passe, etc. Et un autre exemple comme la détection d'intrusion, où derrière, en fait, oui, il y a plein d'outils à paramétrer pour faire ça correctement. Donc la dimension technique, on va dire, c'est la base. Après, il y a un deuxième volet, qui est que pour être un bon professionnel dans le domaine, il faut être assez analytique. Pourquoi ? Parce qu'il faut comprendre, décortiquer
rassembler et assembler en fait des informations qui sont parfois un peu dispersées, pour pouvoir avoir une image qui permette de dire « Oh là, on a un risque. Là, en fait, on a une intrusion. » La troisième chose, et qui pour moi fait la différence entre, on va dire, un bon cyberprofessionnel et un moins bon cyberprofessionnel, c'est pas sur la dimension technique. C'est sur la capacité, en fait, à fonctionner en collectif, en équipe projet, dans une cellule de crise, et à communiquer. Parce que dans la cybercrise, oui, la technique est importante, mais ce qui fait qu'une cybercrise, en fait, ou qu'une cybermenace, avant que ça devienne une crise, finalement soit bien appréhendée, c'est parce que les experts, entre eux, qu'ils soient du côté technique ou du côté plus métier, auront su communiquer ensemble. Donc, 3 compétences clés. Ce que vous mettez en exergue, Monsieur Gaultier, en réalité, c'est que on fait face à une diversité dans les profils que vous devez recruter. Il faut être compétent dans plusieurs domaines. Et donc, moi, j'ai une question qui me vient à l'esprit sur est-ce que la France est compétente déjà sur le comment on s'est emparé au niveau national de cette question de la cybersécurité, et est-ce qu'on est performant? Alors, autant dans beaucoup d'industries, on se rend compte qu'aujourd'hui, on parle de réindustrialisation. Dans le domaine de la cybersécurité, il faut reconnaître que la France a une force de frappe qui est reconnue au niveau européen. Je parle du niveau européen parce que j'ai beaucoup d'échanges, moi, à l'échelle européenne, et je vois bien les retours que l'on me fait, mais je pense que c'est bien au-delà. Typiquement, on va regarder deux types d'acteurs, les acteurs publics, les acteurs privés. Dans les acteurs privés, en fait, on a des locomotives, des boîtes qui sont vraiment à la pointe. Atos, Thales, Orange Cyberdéfense, pour rester, on va dire, très franco-français. Premier point. Ces acteurs, en fait, sont des acteurs de premier plan avec, on va dire, un héritage aussi, parce qu'on ne devient pas un champion du cyber en claquant des doigts, tout simplement parce que ces entreprises ont un historique. Par exemple, l'école de cryptographie française est reconnue mondialement. Cryptographie veut dire capacité à protéger ses données. Et donc là, on est aussi dans un jeu du chat et de la souris. Je vais essayer de prendre connaissance des données en les décryptant. Mais donc, plus on est meilleur dans ce cryptage, finalement, plus on est tranquille. Du côté en fait, public, l'État a réussi, grâce à une politique volontariste, depuis clairement une bonne quinzaine d'années, à créer en fait un écosystème très puissant pour aider les grands, mais aussi pour aider les petits. J'entends par là les PME, les TPE, les hôpitaux que l'on évoquait tout à l'heure. Et à mon avis, je pense que le système éducatif, à l'avenir, deviendra beaucoup plus, parce que c'est un élément de compétitivité, deviendra beaucoup plus victime de ce genre d'attaque. Et le meilleur résultat qu'on puisse voir, c'est que dans la façon de gérer les JO, du 8 mai 2014 au 8 septembre de cette année, il y a eu plus de 500 cyberattaques des infrastructures des JO. Si on faisait un petit sondage dans la salle, est-ce que vous avez perçu quelque chose? Non. C'est très certainement non. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez un organisme public qui s'appelle l'ANSSI, qui a su définir en fait une stratégie éprouvée. Les gars, c'est des pointures, hein. Les gars de l'ANSSI, honnêtement, c'est des pointures reconnues en fait mondialement. Et ils ont su en fait travailler avec Atos, avec Orange, pour finalement avoir un écosystème extrêmement puissant. Et donc ça a été d'ailleurs, et vous imaginez bien que quand on organise les JO, vous avez tous les cybercriminels poussés, on va dire, par les États, mais aussi à titre plutôt de voleurs, voilà, qui se disent, ben, tiens, on va s'amuser, on va se payer la France.
Et en l'occurrence, la démonstration a été faite du savoir-faire. Donc je pense que s'il y a bien une industrie dont on peut être fier dans le domaine du logiciel, c'est bien la cybersécurité. Alors on le verra ce soir, en réalité, hein, il y a plein de domaines industriels desquels nous pouvons être fiers. Qu'en est-il de la responsabilité individuelle, Monsieur Gaultier, alors on a tous, en tant que citoyens, et ce que me disait Monsieur Fachin, on a tous un téléphone portable. Oui. Donc on a tous une responsabilité à exercer dans ce domaine. Alors, évidemment, de toute façon, nous sommes, je serais tenté de dire, la cybersécurité, ce n'est pas l'affaire des techniciens ou des ingénieurs dans leur tour d'ivoire. C'est vraiment l'affaire de tous, pour la simple raison, c'est que la première des fragilités, c'est la fragilité humaine. Et on voit bien, avec l'arrivée en fait de l'intelligence artificielle, que toutes les techniques d'ingénierie sociale, de duperie, en fait, de tromperie, vont être puissamment amplifiées. Donc, si on n'a pas en fait une forme d'éducation collective et de sensibilisation collective faite dans les entreprises, faite dans les écoles, finalement, ça posera de vrais problèmes de fond. Donc, c'est vraiment l'affaire de tous. Et je pense que dans la façon en fait de construire nous notre défense, c'est aussi extrêmement important d'avoir des profils qui soient très différents. Pourquoi? Parce que les cyberharceleurs ou attaquants, ils ne pensent pas de façon standardisée. Et donc le fait d'avoir des gens qui ont fait des parcours comme Victoria, comme plein d'autres qui sont pas passés finalement par une approche classique, ça va amener à ce que quand on gère des cybercrises, on soit capable de penser différemment. Donc moi j'incite très fortement à la diversité. Diversité des équipes, diversité des parcours, diversité des cultures quand il s'agit de gérer ce genre de situation. Merci beaucoup, Monsieur Gaultier. Merci à chacun d'entre vous.